à toutes et à tous. RTM aujourd'hui se déplace et nous sommes ici dans le village de la Panthère, Port-Thomain, dans l'arrondissement de Zivier. Ah oui, l'histoire dit simplement que entre-temps, le milieu était habité par les panthères, mais les populations à un moment donné, ayant peur donc de vivre avec les animaux féroces, ont dû donc tuer toutes ces bêtes-là. Alors ici, nous sommes donc dans le village de Port-Thomain, pas pour parler forcément de la panthère, mais pour parler de la conservation de la biodiversité. Ici, bien sûr, était rempli complètement d'eau entre-temps. L'eau circulait normalement, ruisselait normalement avec de la végétation, mais suite à la construction de l'infrastructure que vous voyez juste à côté de moi, et bien sûr, l'écoulement de l'eau est un peu perturbé, puisque entre-temps, il y a eu du comblement. Que s'est-il réellement passé? Nous en parlons dans ce numéro de RTM consacré, et bien sûr, au thème BTP et biodiversité. Quel est l'impact des grands travaux, des travaux d'infrastructure surtout, sur donc les biodiversités ou la biodiversité, allons-nous vers la perte de ces biodiversités. Qu'est-ce qui est prévu dans les tests de loi, justement, la loi 4 sur l'environnement? Les études d'impact environnemental sont-elles respectées sur le terrain? Un exemple palpable ici, dans ce village à Port-Thomain, ici à Zivier, dans cette région aux zones marécageuses. Pour en parler, nous sommes avec un spécialiste et qui maîtrise bien le milieu, qui réside d'ailleurs, qui travaille dans ce milieu. Monsieur Georges, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Alors, présentez-vous à nos chers téléspectateurs. Moi, c'est Georges Khedik-Betan. Je suis le co-directeur exécutif de Crédit ONG, qui est une organisation qui intervient dans la zone. Monsieur Khedik-Betan, alors dites-nous, quel est le problème qui se pose réellement ici, dans ce milieu humide, après la construction de cette route? Oui, ici, le problème qui se pose, c'est ce que je vais appeler la mise à jour, de l'état de l'écosystème après construction de la voie. En réalité, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, nous sommes au niveau d'un marécage, d'une zone marécageuse. Donc, qui dit zone marécageuse, une route qui traverse une telle zone, il est obligatoirement important qu'on installe un pont. Donc, au départ, pour réaliser la voie, l'entreprise qui l'a réalisée a essayé de créer une déviation, ce qui est normal. Si vous voyez un peu à ma droite, il y a des lopins de thym, justement, de terre qui se trouve au niveau du marécage. Donc, la déviation a été créée pour permettre aux usagers de vaquer à leurs occupations le temps que le pont soit érigé. Maintenant, une fois le pont terminé, le bitumage terminé, on constate avec amertume que ces portions de terre, ces lots de terre déposés, ce sable gigantesque déposé au niveau du marécage pour faire de la bonne manière le travail, l'entreprise n'a plus retiré ce lot de sable. C'est ça qu'on observe comme ça. C'est ça qu'on observe. Donc c'est artificiellement déposé dans le bas-fond. Déposé, même vous regardez notre côté gauche, c'est la même chose. Derrière la route de l'autre côté. Derrière la route de l'autre côté, c'est la même chose. Mais alors que, tel que fonctionnait, ça crée un comblement au niveau de ce marécage. Le marécage, en réalité, des études ont montré que ça peut avoir une profondeur qui varie entre 0,50 jusqu'à 3 mètres. Ici, là? Oui, jusqu'à 3 mètres de profondeur. Parce que c'est de l'eau et de la végétation mélangées. C'est vrai, il y a du sable en bas. Mais en réalité, c'est un écosystème. Et qui dit écosystème, ça veut dire qu'il y a une certaine forme de vie dans cet écosystème, aussi bien animal que végétal. Donc, ces différentes molles de terre laissées de part et d'autre, petit à petit, on finira par diminuer non seulement la profondeur du marécage, mais on va faire éloigner certaines espèces même. Vous voyez? Et non seulement ça crée même un autre problème au niveau du pont qui est créé. Parce que l'eau ne circule plus avec la vitesse de départ. Si vous regardez juste derrière moi, au niveau du pont, l'eau telle que l'eau passe, sa vitesse est faible par rapport à la vitesse de passage au départ. Alors, donc voilà un peu la situation. La situation. Donc il est important que les entreprises, en réalisant, on doit quand même essayer de revenir à la case. Justement, le milieu, vous qui connaissez tellement le coin, le milieu était comment avant ces travaux-là? Non, avant les travaux,
là où nous sommes actuellement, on ne pouvait pas y être. C'était de l'eau, c'était pas du de la terre marécage. ferme comme ça. C'était pas de la terre ferme comme ça. Vous voyez? Donc, c'est en rechargeant le bord pour permettre le passage qu'ils ont fini par laisser. Et de plus, tout le sable qui est ruisselé d'amont en aval, parce qu'actuellement nous sommes dans une descente. Vous voyez, donc ça s'observe surtout. Ça s'observe juste derrière, juste derrière vous. Juste à la descente là. Donc, tout le sable qui descend directement continue d'aller dans le marécage. Ce qui fait que ça commence par diminuer en termes de proportion. Vous voyez, et c'est très très dangereux. Avec ça même, avec le temps, si la taille de la crue, le moment où une de ces années, quand la crue sera vraiment haute. La route même peut être inondée, c'est ça? Oui. C'est possible, il y a ce risque-là aussi. Oui, il y a ce risque que la route s'inonde. Et si la route s'inonde, finalement, on aura un goudron et en même temps passer dans de l'eau. Ou que ça crée également d'autres problèmes d'inondation, peut-être pourquoi pas ailleurs. Exactement, au niveau de la population, parce que plus on repousse, plus le sable repousse le marécage, l'eau qui se trouve dans ce marécage va chercher où aller sur le terrain. Donc finalement, soit c'est des voies à côté de ces marécages, de l'autre, dans des endroits donnés, qui seront inondés, ou bien c'est des maisons qui au départ étaient un peu loin, mais étaient loin du marécage, qui finiront par être inondés. Alors, monsieur Frédéric Bétan, c'est bien cela. Oui. Alors, vous qui êtes spécialiste de préservation des biodiversités et autres, ici n'est pas le seul exemple que vous avez constaté généralement lors de ces grands travaux. Oui, c'est un constat qui est vraiment général. Et ceci, on doit vraiment travailler à ce que les entreprises BTP qui réalisent ces genres de travaux prennent en compte la biodiversité. Mais quel autre exemple vous avez pu constater aussi Un autre exemple, c'est, je vais vous donner, j'irai un peu plus au niveau du mono. Le mono, nous avons aidé des organisations à travailler dans la biodiversité et des enquêtes menées. Nous avons constaté que au niveau par exemple du lac d'Okunta, c'est au niveau de l'Okosa. Vous voyez, il y a des hippopotames qui étaient dans ce milieu. Mais par rapport à la voie qui a été réalisée, on n'a pas fait non seulement des signalisations, on n'a pas tenu compte du passage de ces animaux. Et il paraîtrait que les hippopotames ont été tués et ont causé la mort à des populations. Vous voyez, c'est dit quoi? Quand on réalise ces travaux, on doit vraiment faire en sorte que l'état de l'écosystème soit rétabli pour permettre à la coordination naturelle de continuer l'équilibre écosystémique, de continuer plutôt son travail. Et non seulement ça, on doit permettre aux usagers, en passant, de savoir que vous êtes arrivé à un endroit où des animaux peuvent passer, ou bien il y a tel genre d'écosystème. Donc, il y a cette partie qu'on doit amener. Je pense qu'à l'extérieur, les gens le font. Arrivé ici, on devrait avoir un indicatif. Je dis indicatif, il y a un panneau qui montre qu'il y a un marécage ici. Il y a des animaux qui peuvent passer. Vous voyez, donc c'est des choses comme ça qu'on doit faire. Et chaque entreprise qui réalise doit vraiment... Je suppose qu'au niveau de l'étude d'impact environnemental, je suppose que c'est réalisé. Et quand c'est réalisé, il y a quand même des... Mais ça devrait quand même être fait normalement. Oui, je suppose parce que je n'ai pas le document pour vraiment certifier que bon, c'est fait ou ce n'est pas fait. Vous voyez? Donc je me dis, si ce document est réalisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des clauses qui sont dedans. Il y a des choses qui doivent être respectées. Il y a des choses qui ont été dites qu'on va aménager après la réalisation de la voie. C'est comme les carrières que ces entreprises ouvrent. Quand vous achetez un domaine, vous faites la carrière. Quand vous finissez, vous devez réhabiliter la zone, réaménager la zone pour que ça ne devienne pas un problème demain pour la population. Et c'est le cas ici. C'est le cas. On a pris du sable, on les a mis à côté, on a créé des déviations, mais on n'a plus remis le dispositif en place pour permettre non seulement à l'écosystème de continuer son mode de vie,
mais on est en train de vouloir créer d'autres problèmes à la population. Alors, mais ça, c'est un problème de mépris, en fait, hein, des outils de gestion environnementale. Aujourd'hui, nous en parlons ici. Il y a des autorités qui passent ici. Vous qui êtes des spécialistes, qui êtes dans le milieu également. Alors, comment peut-on expliquer quand même une situation pareille au moins ce qui est prévu n'a pas été peut-être respecté et que il n'y a que les populations que vous qui dénoncez. Les autorités passent et en connaissance également de cette situation-là. Qu'est-ce qui est fait concrètement? Qu'est-ce que vous avez pu faire concrètement pour toucher les voies plus autorisées? Bon, qu'est-ce qu'on a fait concrètement? Je pense que par rapport à cette voie, si aujourd'hui je dis je ne sais pas si l'étude d'impact environnemental, c'est réalisé ou c'est pas réalisé si je n'ai pas le document. Parce qu'à un moment donné, bon, on a cherché à avoir quand même le document. Parce que nous devons savoir qu'en réalité, quand un ouvrage est en train d'être mis en place, en dehors des autorités, au niveau du ministère, au niveau des différentes directions, qui suivent ces genres de travaux, la population, les organisations non gouvernementales, les associations de développement, voilà tout ce lot de personnes, tout ce lot d'organismes a le droit, non seulement d'avoir un œil dessus, mais de disposer, c'est de la veille, oui, c'est de la veille, mais avoir aussi le document que l'État a autorisé, l'État a autorisé l'entreprise à réaliser. Et de ce fait, en regardant les clauses contractuelles, les différentes choses que l'entreprise a dites dans le document, la population, nous autres organisations, on peut quand même faire la veille. Donc il n'y a pas eu une certaine coordination sur le terrain entre non seulement les autorités communes décentralisées, vous qui êtes OSC qui veille, et puis les populations autochtones même, c'est cela? Bon, je ne saurais le dire au niveau des autorités locales, mais les organisations, nous par exemple, bon, dans l'évolution de la voie, quand on fait le constat, on s'approche d'eux, on dit, ah, ça là, essayez de voir un tel que vous faites là, l'eau ne passe pas, l'eau qui est là, ça ne coule pas bien, mais bon, essayez de faire ci, mais vous allez laisser le sable là. Vous le dites, mais du moment où votre personnalité ne prend toujours pas au niveau de certaines de ces entreprises, c'est compliqué, c'est difficile de s'imposer. Vous voyez. Donc aujourd'hui, c'est peut-être une occasion de demander aux autorités de la Direction générale des infrastructures vraiment l'environnement aussi. Mais est-ce que finalement, ce n'est pas aussi une fuite de responsabilité de la part de l'État? Parce que lorsque on a très grand travail à réaliser, généralement, ce n'est pas seulement ici, on ne suit plus les entreprises. Si les clauses ou ce qui est mis dans les études d'impact environnemental et social, les impacts, atténuer les impacts de probables dégâts que les travaux auront à faire, il n'y a plus de suivi en réalité de cela, généralement, sur tout ce type de dossier. Bon, il n'y a plus de suivi, on ne saurait le dire, on ne peut pas dire qu'il n'y a plus de suivi. Peut-être que... parce que s'il y en a eu vraiment ici, on ne serait pas en train de parler de comblement entre-temps, de déviation entre-temps, et puis laisser, et puis voilà. On dirait peut-être que le suivi n'a pas fait attention à certains endroits. Ouais, oui, le suivi n'a pas fait attention. J'estime, sur cette voie, c'est vrai, on a par moment vu le directeur général des infrastructures, monsieur, j'ai oublié son nom, Ayadji, faisait des tours, venir voir l'entreprise, tout ça. Donc, je me dis, pendant ce suivi, un regard n'est pas... il n'a pas pu voir, il n'a pas pu jeter un coup d'œil sur ces genres d'écosystèmes, sur ces endroits pour mettre un peu l'accent. Vous voyez. Maintenant, il n'est pas, je dirais qu'il n'est pas encore tard. Parce que la voie, à ma connaissance, n'est pas encore livrée. Donc, on peut encore corriger des choses. On peut encore réparer des choses. Si vous regardez, comme je l'ai dit, juste derrière moi, regardez le niveau du pont et là où se trouve l'eau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand la crue serait là en abondance, l'eau va dépasser tout à fait, parce ce niveau. Et des espèces même qui devraient normalement passer sous ce pont ne peuvent pas. La population, cette terre qu'on voit, quand l'eau augmente, ça va commencer par ronger le mode de terre. Et puis petit à petit, c'est la voie qui va en souffrir. Et pour finir, on aurait réalisé une infrastructure
dans un qui n'aura pas servi assez longtemps. Servi tellement, assez longtemps. Vous voyez, ça serait pratiquement une perte non seulement de temps, mais d'argent pour l'État. Donc on peut déjà redemander à l'État, que ce n'est pas encore tard, ils peuvent quand même se déplacer, venir faire le constat et peut-être amener l'entreprise à essayer de corriger. D'accord. Alors aujourd'hui maintenant, c'est vrai qu'en début de cette émission, on aurait pu essayer de mettre un peu l'accent sur les potentialités que ce site-là, que cette zone-là représente pour la région en réalité. Et aujourd'hui, vu son état, il y a quelques populations également qui se sont un peu intéressées également à la question et qui ont dénoncé ce qui se passe ici sur ce site-là. Monsieur Georges, nous allons rapidement permettre aux téléspectateurs de suivre en réalité également le constat que ces populations, ces riverains aussi ont eu à faire et justement ce qu'ils dénoncent. Une zone humide en état de comblement, ici à Zivier. Nous sommes dans le village de Potomé, frontière entre les arrondissements de Zivier et Kpanrou dans la commune d'Abomey-Calavi. L'équilibre de cet écosystème aquatique, qui s'étend sur plusieurs hectares, a été rompu suite à la construction de la route bitumée qui relie à Kassato, Zivier, Kpanrou et Zé dans le département de l'Atlantique. En effet, les déviations mises en place dans le marécage par comblement avec du sable lors de la réalisation des travaux sont encore visibles. Une situation qui rend difficile la circulation de l'eau. Un habitant du village relate les faits. Il y avait un ponceau ici qui servait de circulation d'eau. Mais quand ils ont voulu faire la voie, au lieu de faire une déviation pour hors de la zone marécageuse, il devait prendre derrière, pas un village là-bas. C'est ce que Satoum avait fait ici. Mais quand le moment est arrivé, au lieu de faire ça, ils ont rempli les passages d'eau, disons les bas-fonds, de part et d'autre de leurs travaux. Mais à la fin, ils n'ont pas laissé l'ouverture d'eau. Et à la suite du bitumage de la voie, je constate malheureusement que à chaque pluie, les eaux de ruissellement drainées par le caniveau viennent avec une grande quantité de sable, ce qui constitue une menace pour cette zone humide. Et si les autorités en charge de la situation ne prennent pas la disposition, je suis en train de constater que d'ici peu de temps, cette zone pourrait disparaître. Or, c'est des zones aménagées qui pourraient servir à des potentialités agricoles. Cet état de dégradation représente un potentiel risque d'inondation selon les usagers et habitants du village de Potomé. On constate que l'eau ne circule pas comme cela se doit. Et ça va agir même sur... Parce que quand il y aura vraiment de crue, la voie peut être inondée. Parce qu'après leurs travaux, ils devaient encore enlever les sables qu'ils ont mis pour fermer la circulation d'eau. C'est ce qu'on a constaté. Ils appellent alors les autorités compétentes à réagir afin de rétablir l'équilibre du milieu. Nous demandons aux autorités de les interpeller, de venir reprendre au moins ces choses-là, de venir reprendre. Ben, ça fait que l'eau ne circule pas. Si les autorités peuvent nous écouter et leur demander de venir pour faire réparation. Le gouvernement, avec le ministère des Travaux publics, et ils ont déjà réalisé les infrastructures. Ce que nous constatons aujourd'hui, le mal qui sévit, c'est le ministère en charge du cadre de vie qui pourrait descendre pour constater et évaluer ce qui s'annonce ici comme dégâts pour pouvoir sauver cette zone. La conservation de la biodiversité ou des ressources naturelles lors de la réalisation de grands travaux, une préoccupation importante pourtant prise en compte par les tests à travers les études d'impact environnemental. Des dispositions qui parfois ne sont pas respectées. Alors, monsieur Georges Frédéric Bétan, vous avez suivi les riverains, surtout ceux qui sont habitués, ceux qui sont dans le milieu également, leur cri de cœur, j'allais dire aussi. Quelles sont vos réactions? Oui, je pense que c'est un cri de cœur légitime. Vous voyez, légitime, parce que c'est des gens qui étaient au départ de l'action, mais à l'arrivée n'ont plus vu ce à quoi ils s'attendaient. Vous voyez, donc c'est déjà intéressant que quand bien même ils passent, ils prennent attention, ils font attention à ce qui se passe au niveau de la voie. Parce qu'il ne sert à rien d'avoir, comme on l'a dit tout à l'heure, d'avoir une voie qui ne va pas durer dans le temps. Et surtout qui dégrade ou qui constitue un objet
de nuisances pour la zone marécageuse. Oui, de nuisances surtout parce que, comme quelqu'un l'a dit dans le reportage, c'est un écosystème non seulement qui abrite de la biodiversité animale, mais qui est utilisé aussi pour faire de l'agriculture, pour faire du maraîchage. Mais plus on se rentraîne, plus on va encombrer, moins on aura d'éléments au niveau de cet écosystème. Ça réduit sa fonction écologique. Ça va réduire sa fonction écologique et pas finir même la quantité d'eau. Parce que le sable, rappelons-nous que plus c'est en quantité, moins ça donne de la profondeur aux écosystèmes. Plusieurs lacs aujourd'hui ont disparu à cause de l'encombrement. Quand on parle aujourd'hui du lac Tchad, le lac Tchad a perdu beaucoup de sa superficie. C'est une des raisons. Vous voyez, et quand on fait ce constat tardivement, le rattrapage n'est plus toujours possible. Vous voyez. D'accord. Alors, mais on a quand même vu des riverains, des populations autochtones qui spontanément s'intéressent donc à la sauvegarde, à la conservation de ce milieu. Entre-temps, les mentalités n'étaient pas comme ça, surtout en Afrique. Chez nous, on pense que bon, ce n'est qu'un bas-fond. On peut en faire tout ce que nous voulons. Les mentalités changent aujourd'hui, monsieur Georges. Oui, les mentalités changent parce que, il y a la sensibilisation qui se fait. Les gens voient des choses à la télévision. Et aujourd'hui, avec plusieurs de ces actions qui se font dans la zone, les OSC aussi, surtout. Beaucoup, oui, les OSC surtout. Beaucoup arrivent à commencer par observer certaines espèces, tu vois. Parfois même sur la voie, des riverains en passant observent des animaux qui veulent traverser. Et quand ils les voient, ils peuvent faire un demi-tour. Mais en détruisant un écosystème pareil, ça veut dire qu'à la longue, on ne pourra plus s'offrir ce genre de spectacle. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on voit toujours des animaux traverser ici comme avant? Bon, aujourd'hui, c'est vrai, on n'a plus fait d'enquête pour en savoir, mais déjà, c'est un problème. Parce que l'animal qui, en venant, rencontre déjà ce genre de mol de terre, va se poser une question. Je vais où? Ça, c'est quoi? Vous voyez? Et ça peut le repousser. Mais de l'autre côté, il faut aussi faire diminuer un peu, un tant soit peu, la vitesse de passage des riverains ou bien des automobiles. C'est pour ça tout à l'heure je disais, mais arriver au moment où il faut un peu de panneaux, il faut des sensibilisations pour dire, ça peut quand même aider non seulement la population à ici là quelque chose de peu, mais attendez, les petits mammifères, les céphalophes, c'est une zone, le marécage c'est la zone de prédilection du Sitatunga, du Guibdo. C'est l'antilope, la plus grande antilope au sud du Bénin. Est-ce qu'il y en existe encore beaucoup dans nos eaux? Il y en existe. Il y en existe. On observe ça et avec des dispositifs, on les c'est vrai qu'on entend surtout dans Zivier ici, il y en a beaucoup. Oui, dans Zivier, il y en a beaucoup. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu ces animaux n'ont pas fui un peu nos écosystèmes à cause du développement de la démographie et aussi des terres que nous conquérons chaque fois pour les constructions? La démographie joue. Mais les constructions qui créent aussi certains problèmes parce que les animaux, eux aussi, ils ont des écoutes. Un animal qui est là et qui reçoit le bruit d'un véhicule, déjà va s'arrêter. Vous voyez, donc plus le bruit est important, moins ces animaux ils vont beaucoup plus évoluer vers d'autres zones. Et déjà ça là, sans avoir créé un dispositif pour permettre à ces animaux de passer, c'est ce que nous appelons de la fragmentation. On a fragmenté l'écosystème sans pour autant créer ce que je vais appeler dans le jargon un corridor, un dispositif pour permettre à ces animaux de bien circuler. Vous voyez, parce que la voie est séparée. Et si c'est que c'était le pont qui est réalisé, c'est un pont qui peut, dans lequel, ou bien sous lequel ces animaux peuvent passer tranquillement. Vous voyez, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas pris en compte. Il faudrait que, avec la raison des études d'impact environnemental, qu'on arrive à intégrer ces aspects dans ce genre de documents. Vous voyez, c'est un peu ça. Il y en existe ailleurs, dans d'autres pays. Pourquoi on ne va pas? Il faut importer les bonnes choses. Et c'est la quiétude non seulement de l'écosystème, de la biodiversité, mais aussi
de la population. Vous voyez un peu. Il faut que les autorités également soient beaucoup plus rigoureuses en fait sur par rapport à la réalisation, de au ces suivi, études, oui, à la mise en œuvre de ce qui est dit dans ces genres de documents. C'est pour ça ici on va peut-être exhorter l'Agence béninoise pour l'environnement de toujours faire intervenir ou bien d'associer les organisations qui se trouvent dans les différentes localités où ces genres de travaux sont réalisés. Si par exemple on associe Crédit ONG qui dit bon, il y a telle voie, bon, vous pouvez quand même essayer de suivre, hein. Quand vous avez un problème, faites-nous. On va souvent remonter. On crée un cadre. On crée un cadre. Voilà. Vous voyez, un cadre pour quand même accompagner l'État dans la réalisation suivant les normes dites dans ces genres de documents. Généralement, il y a des détails techniques qui intéressent beaucoup plus. On va voir, c'est une infrastructure, on s'intéresse aux détails techniques, mais tout ce qui est lié à la bonne gestion de l'environnement n'est peut-être pas... oui, bon, j'estime que c'est toujours lié au suivi, hein, on va essayer de voir, parce que quand vous prenez le document, c'est sûr, c'est le document ici, si vous le prenez, c'est sûr, ils auraient prévu ça dedans. Ouais, c'est comme ce que j'ai dit au niveau des carrières qui se créent. On dit quand on va créer cette carrière, à la fin, on va végétaliser, on va mettre des plants, voilà. On va faire ci, on va faire ça, on va faire pisciculture. On peut même faire pisciculture dedans. Mais après, quand il finit, c'est que bon, personne n'est là pour dire mais ce que vous avez dit, ce que vous avez fait, c'est pas bon. On s'éclipse. On abandonne et puis ça devient un problème. Ouais, non, donc c'est important qu'on crée non seulement ce cadre et les autres, que la BE peut-être essaie de rechercher les organisations, les associations qui se trouvent dans certaines zones et les associe à la chose. Ça va permettre quand même d'accompagner l'État, de donner vraiment un coup de pouce à l'État qui n'est pas sur tous les fronts, mais qui n'est pas sur tous les terrains. L'État en réalité c'est qui? C'est vous, c'est moi, c'est nous. Alors. Donc on n'a pas besoin d'être à la direction générale des infrastructures avant de s'intéresser aux infrastructures, avant de s'intéresser aux ouvrages qui se font pour le bonheur de la population. Donc on doit penser non seulement à la population, mais aussi aux écosystèmes. Alors merci. Merci, M. Georges Béton de Crédit ONG. Vous êtes spécialiste de conservation et de protection des biodiversités. BTP et biodiversité, c'était le thème, et bien sûr, de RTM. Un exemple palpable ici, dans un village à Zivier, ici, où la zone marécageuse a été très bien perturbée suite à la construction de l'ouvrage. La route n'a pas été, bien sûr, la construction n'a pas terminé. Donc la route n'a pas encore été livrée. C'est encore le moment pour l'entreprise en charge des travaux, bien sûr, de procéder et bien sûr à la réparation pour remettre la biodiversité ici en place. Merci à toutes et à tous. Au revoir.